Comment est-ce que la pédagogie Montessori peut aider un enfant à retrouver ou à préserver sa motivation, son élan vital de curiosité, son plaisir et sa joie à apprendre de nouvelles choses? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria d'Enfance Positive et cette semaine on va parler motivation, on va parler apprentissage, pédagogie Montessori, plus particulièrement pour des enfants après 6 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais jusqu'à 6 ans, un enfant va naturellement s'enthousiasmer pour tout un tas de choses, va prendre plaisir à expérimenter l'inconnu, à manipuler des objets, à faire pour le plaisir de faire, à apprendre assez spontanément. Et puis progressivement, cette motivation, elle peut baisser ou alors elle peut se centraliser sur certains apprentissages, quitte à être un petit peu moins investi sur d'autres apprentissages. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 axes de réflexion que la pédagogie Montessori nous délivre, nous dévoile, pour aider justement ces enfants-là de plus de 6 ans, soit à rester motivés, donc à préserver cette flamme de la curiosité qui va les pousser à vouloir apprendre plein de choses, à poser des questions, etc. Soit à retrouver en fait cet élan vital, parce qu'effectivement, on peut avoir des enfants qui ont perdu l'esprit d'initiative, qui ont perdu cette envie-là, qui sont devenus, entre guillemets, un petit peu mous, un peu blasés, pas très enjoués pour les apprentissages, ou en tout cas certains apprentissages. Et avant de vous donner ces 3 clés, on va dire, pour repenser l'organisation, repenser les activités, repenser le travail en fait avec les enfants, j'ai besoin de vous raconter quelque chose. J'ai besoin de vous raconter que déjà c'est en lien avec l'autonomie de l'enfant. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre la motivation d'un enfant et son autonomie? Il n'y a pas de rapport direct. En fait, il y en a un, même si ce rapport n'est pas directement visible. Et il y a notamment un rapport par rapport justement à une petite clé de compréhension qui peut manquer. Donc c'était important pour moi de vous donner cette clé de compréhension avant de rentrer dans les 3 axes et pour que vous puissiez vraiment comprendre en fait les 3 axes que je vais vous donner par la suite. La pédagogie Montessori, elle est connue pour justement favoriser l'autonomie de l'enfant. Si vous vous intéressez à la pédagogie Montessori, vous avez déjà certainement dû lire quelque part le fameux « Aide-moi à faire seul » qui est un petit peu le credo de Maria Montessori. Mais c'est le credo de Maria Montessori pour une tranche d'âge bien spécifique, pour une tranche d'âge qui va représenter ce qu'elle a appelé le premier plan de développement, donc les enfants de 0 à 6 ans. Dans le premier plan de développement, justement, les enfants sont en quête d'indépendance. Ils sont en construction identitaire, donc ils veulent savoir qui ils sont et ils veulent devenir autonomes, ils veulent devenir indépendants. On le voit bien vers 14, 16 ou 18 mois, les premières crises entre guillemets, lorsque vous voulez lui mettre ses chaussures alors qu'il voulait le faire tout seul par exemple. Et quand on écoute bien, il nous le dit, moi tout seul, moi tout seul, moi tout seul. C'est pour ça que dans ce cycle 0-6 ans, Maria Montessori a créé tout un tas d'activités et d'aménagements de l'espace pour que l'enfant puisse faire tout seul. Le fameux donc « aide-moi à faire seul ». À un moment donné, toute cette autonomie qu'on va offrir à l'enfant va d'une part effectivement lui permettre de devenir autonome, mais pas uniquement. Ça va notamment développer ce qu'on appelle des compétences exécutives. Donc les compétences exécutives, il va y avoir notamment la flexibilité cognitive, ça va être de
Je ne reste pas figée sur une idée et j'accepte en fait d'aller explorer d'autres alternatives, ce qui est quand même pas mal pour apprendre. Il va y avoir la mémoire de travail, puisque toutes les activités qu'on va donner à faire dans cette période-là vont aider à structurer l'esprit logique et à construire la mémoire de travail. Et une troisième compétence exécutive qui est très importante, ça va être le contrôle inhibiteur. Le contrôle inhibiteur qui va justement permettre, par exemple, à un petit de ne plus mettre tout ce qu'il trouve en bouche. Ça va aussi l'aider à progressivement mieux vivre ses émotions, mieux vivre la relation avec les autres. Donc, si tout se passe bien dans ce premier plan de développement, on va avoir un enfant qui arrive apaisé dans le second plan de développement, celui qui va nous intéresser maintenant. Donc, le second plan de développement de 6 à 12 ans. À 6 ans, un enfant n'est pas encore pleinement autonome. Il est autonome normalement dans sa vie quotidienne. Il n'a plus besoin d'aide pour s'habiller. Il n'a plus besoin d'aide pour manger, pour boire, etc. On est d'accord, sauf des enfants dans des situations spécifiques. Mais l'enfant se débrouille tout seul. Normalement, progressivement, et c'est quelque chose qui va venir avec le temps, il va progressivement être capable aussi de déployer cette autonomie sur d'autres champs dans sa vie. Et c'est justement le lien avec l'apprentissage. Parce que cette autonomie-là, elle change quelque part de visage. Il suffit plus effectivement seulement de « aide-moi à faire seul » pour un enfant de 6 à 12 ans. Son besoin fondamental durant cette phase-là, ça va plutôt se résumer en « aide-moi à comprendre et à penser par moi-même ». Aide-moi à comprendre et à penser par moi-même. Pour des raisons de maturité cérébrale et pour des questions également de développement, tout simplement, l'enfant va rentrer dans un schéma beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus analytique, dans le raisonnement. Si je devais résumer, il passe d'un être sensoriel à un être raisonnant, quelque part dans cette phase 6-12. Vous allez sûrement le voir, il va vous poser des questions existentielles, métaphysiques, il va s'intéresser au monde de l'invisible, à la spiritualité, à ce qui se passe là-haut dans le système solaire, sur les autres planètes, etc., etc. Et donc ici, cette autonomie qui va être très importante, c'est de vraiment tout mettre en œuvre pour que l'enfant, justement, puisse comprendre et penser par lui-même. L'autonomie, elle va être là. Et d'ailleurs, dans une classe Montessori, on va aller travailler sur l'autonomie, donc effectivement, de travail, parce que c'est ce qui va venir finalement le nourrir, et l'autonomie relationnelle, donc sa capacité à résoudre les conflits, sa capacité à exprimer ses émotions sans décharger sur les autres, comme on le voyait dans le premier plan de développement et qui était totalement normal. Donc l'optique, si vous voulez, à 12 ans, c'est qu'un enfant soit apte justement à, premièrement, gérer son temps de travail, gérer son emploi du temps, se lancer dans des projets, avancer sur des dossiers, etc., etc. Et en même temps, qu'il soit apte à, quelque part, qu'il ait développé des compétences de médiateur, qu'il ait développé des compétences aussi émotionnelles, donc de pouvoir s'exprimer sans agresser l'autre, donc des compétences de communication, communication non violente, communication respectueuse en fait de l'autre, qu'il soit en mesure d'accueillir ce que l'autre lui dit, de pouvoir relationner avec l'autre sans violence et sans agressivité, et qui puisse résoudre la majorité de ses conflits tout seul. Et en fait, ça va pas arriver comme ça. C'est toujours ce que je dis en formation notamment, et dans la formation Montessori 6-12, je vais expliquer justement, j'explique tout ce chemin-là qui va être à vivre pour l'enfant, et donc ce qu'il va y avoir à faire pour nous adultes pour que justement l'enfant chemine au travers de ça et qu'il arrive à cette maturité relationnelle et à cette maturité émotionnelle
mais aussi à cette maturité quelque part qui va lui permettre de travailler seul, de ne plus tout le temps avoir besoin d'un adulte pour lui donner la consigne, d'avoir un enfant, vous voyez, qui par exemple attend la consigne, qui n'a plus d'esprit d'initiative, voilà, quand vous lui donnez un truc, il vous regarde en vous demandant je dois faire quoi avec ça. Tout ça, si vous voulez, ce sont des conséquences d'un système qui n'a pas pu ou qui n'a pas su aider l'enfant à penser et à comprendre le monde par lui-même. Et c'est un environnement qui plutôt a eu tendance à lui dire quoi apprendre, quoi penser, comment le faire, etc. etc. Donc justement, et ça pose problème parce que l'enfant, instinctivement, il est prévu pour faire tout ça, pour avoir envie de faire tout ça tout seul. Alors, je vous rassure, on peut retravailler ça à n'importe quel âge. Donc, même si vous avez, par exemple, un enfant ou des élèves qui ont 9 ou 10 ans et qui voilà, attendent la consigne, qui ne savent pas trop quoi faire, ou qui s'ennuient, par exemple. Ça, c'est typique, hein. Un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui a perdu cette autonomie-là. Et je dis bien perdu parce que très jeune, ils l'avaient. Voilà, ils l'ont perdu. Donc ça se retravaille, ça se retrouve. Donc c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard de mettre en place les pistes que je vais vous donner maintenant et de les approfondir parce que ce sont des enjeux qui sont importants pour plus tard. Parce qu'effectivement, c'est quand même une grosse clé de l'épanouissement personnel de l'individu. C'est comme ça qu'on va avoir après des ados et des adultes qui savent pas bien ce qu'ils veulent dans leur vie, qui savent plus trop bien ce qui les rend heureux, qui sont un peu passifs hein, finalement, qui attendent, qui pensent qu'ils n'ont pas le choix aussi et qui donc acceptent des situations qui ne sont pas, qui ne les rendent pas heureux tout simplement. Hein, et donc ça va amener effectivement beaucoup de voilà, de questionnements et d'émotions pas forcément toujours positives. Donc, justement, pour maintenant développer cette autonomie, vous avez compris du coup maintenant, j'espère que pour qu'un enfant apprenne mieux, reste motivé ou retrouve sa motivation dans cette phase 6-12, qu'il était important de travailler sur l'autonomie dans le travail et d'amener l'enfant finalement à explorer son besoin de penser et comprendre le monde par lui-même. Cette petite intro un peu longue pour que maintenant, rapidement, vous puissiez comprendre de façon, j'espère, très claire, les 3 axes que je vais venir vous présenter. Premier axe, pour qu'un enfant pense et comprenne le monde par lui-même, il va avoir besoin d'un environnement spécifique pour ça. Il va avoir besoin d'un environnement qui a été conçu comme un laboratoire de recherche. Pour penser et comprendre le monde par soi-même, je ne peux pas ingurgiter toute la journée des leçons dans lesquelles on me dit quoi comprendre du monde et dans lesquelles on me dit quoi penser. Donc, on va utiliser un principe de la pédagogie Montessori qui est l'auto-éducation pour créer un laboratoire de recherche. Que ce soit chez vous, à la maison ou que ce soit en classe, ce laboratoire de recherche, il peut tout à fait s'installer facilement, donc via un centre de documentation qui va être un des espaces clés de l'environnement 6-12, mais pas uniquement. Vous allez voir dans la deuxième piste, on va parler des activités. Les activités sont très spécifiques au 6-12. Donc ici, ça va être de réfléchir à créer un laboratoire de recherche avec des ressources, par exemple des livres, des magazines, des DVD, mais pas uniquement. C'est-à-dire que le laboratoire de recherche, ça peut être aussi dehors, donc d'organiser des sorties, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va plutôt mettre à disposition des enfants des outils plutôt que des activités fermées. Hein, donc des activités où, comme en 3-6 par exemple, hein, on avait une présentation à faire aux enfants et les enfants reproduisaient la présentation. Ça, c'était très très bien en 3-6, ça ne fonctionne plus en 6-12. Donc, laboratoire de recherche pour qu'ils puissent aller faire des recherches, chercher leurs infos. Ça peut être également avec un ordinateur et une connexion Internet pour qu'ils puissent aller faire effectivement leurs recherches.
pour qu'ils puissent se lancer dans des projets, pour que voilà, il y ait comme ça quelque chose qui se passe au niveau de une dynamique en fait personnelle. Maintenant, ça vient pas comme ça de nulle part et parfois, avec certains enfants, il faut un peu amorcer hein, la flamme, il faut un petit peu amorcer le travail. Et donc là, ça va être la deuxième piste de la vidéo, ça va être de proposer, indépendamment de ce centre de documentation, ça va être de proposer du matériel et des activités qui vont être conçues pour allumer le feu. Moi, j'ai envie de dire, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Hein. Donc, ok, si vous avez un enfant qui est plein d'enthousiasme, plein d'idées, à la limite, vous avez du mal à le suivre, ok, bon, bah alors dans ce cas, vous aurez peut-être moins besoin de cette deuxième piste. Mais pour un enfant qui, voilà, a tendance soit à ne plus trop s'intéresser à grand-chose, soit à ne pas s'intéresser à un domaine spécifique, et ça, c'est beaucoup plus fréquent. Hein, par exemple, un enfant qui délaisse, je ne sais pas moi, les maths, ou un enfant qui va pas bien aimer tout ce qui va être français, mais plutôt que de le forcer à aller travailler cette matière-là, plutôt que de lui imposer un plan de travail, j'avais fait dans la semaine un mail sur les plans de travail pour expliquer à quel point ils étaient toxiques et à quel point c'était vraiment pour moi la preuve que l'adulte était arrivé au bout de ses compétences et qu'il n'avait plus d'autres idées pour stimuler en fait l'enfant, ce qui en soi n'est pas le problème, c'est juste d'en avoir conscience et pas de se dire que c'est l'enfant qui s'intéresse à rien, mais c'est juste nous qui ne savons plus comment faire autrement que d'imposer le plan de travail avec des conséquences terribles sur l'autonomie, parce que si on parle d'autonomie, parlons-en hein, du plan de travail. Et si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une vidéo sur le plan de travail. Parce que malheureusement, c'est très présent, même dans les écoles Montessori. Et ça devrait être définitivement rayé de la surface de la Terre, ce truc-là. Parce que quand on a un plan de travail, en tout cas comme on l'entend traditionnellement, eh bien on va dire à l'enfant quoi faire, on va dire à l'enfant quoi apprendre et on va venir contrôler ça. Au niveau esprit d'initiative, au niveau autonomie du travail, au niveau de reconnexion à sa motivation intrinsèque, c'est franchement pas terrible. Donc, ces activités-là, le matériel qu'on va mettre à disposition pour cette deuxième piste, elles vont pas être exhaustives. Donc, contrairement en 3-6 par exemple, où il y avait tout un processus à suivre, là, elles sont volontairement incomplètes. Elles sont volontairement non exhaustives et donc si vous voulez c'est plus un point de départ, un démarrage que l'on va proposer pour donner fin. Vous voyez, hein, je ne sais plus qui a dit que l'éducation c'était pas gaver mais donner fin, c'est vraiment ici l'objectif. Donc on allume en fait des petites flammes comme ça, hein. On apprend, et ça moi je passe beaucoup de temps dans la formation Montessori 6-12 justement à transmettre comment est-ce qu'on rallume ou on allume tout simplement la flamme sur l'ensemble des acquis, on va dire, à atteindre. Et donc à ce moment-là, ces activités, elles sont conçues justement pour démarrer le feu, voilà. Et comme s'il a derrière dans l'environnement un environnement qui est structuré sous forme de laboratoire de recherche, le matériel lance l'activité, lance l'intérêt et ensuite l'enfant poursuit sa démarche, sachant que les activités vont quand même rester au départ très concrètes, permettre la manipulation et progressivement amener l'enfant à ne plus avoir besoin de matériel du tout. Mais donc, dans cette optique de aide-moi à comprendre le monde et à penser par moi-même, les activités amènent à ça parce qu'elles sont volontairement non exhaustives et que en plus elles sont conçues, ça c'est très important, pour être faites à plusieurs. Et donc, ça va permettre la contradiction, ça va permettre l'argumentation, ça va permettre les échanges. Et de tout ça, en fait, va naître une réflexion chez l'enfant. Donc, il n'est pas tout seul hein, sur son pupitre, dans son coin, sans avoir le droit de parler à ses camarades de classe. Non, ici, on favorise justement la réflexion par des activités non exhaustives et aussi par cette richesse du groupe.
Si vous voulez, la troisième piste maintenant et la dernière que je vais vous donner dans cette vidéo, j'en ai un tout petit peu déjà parlé tout à l'heure, c'est par rapport au fait de donner faim. Alors là, on va plutôt maintenant parler de notre attitude à nous en tant qu'adultes, qu'on soit parents, qu'on soit enseignants, c'est la même chose. Cette attitude, elle va plutôt consister à soutenir le questionnement de l'enfant. Donc l'enfant va venir se poser des questions, l'enfant va venir nous voir avec des interrogations et ça va être un juste dosage en fait à trouver. Ce qui va être important ici, c'est de développer une délicatesse dans la façon dont on va répondre. C'est-à-dire qu'il faut en donner suffisamment pour étayer la réflexion de l'enfant, pour satisfaire sa curiosité, pour qu'il prenne aussi conscience qu'on s'intéresse à sa question et que donc on prend le temps effectivement d'y répondre ou de faire une recherche avec lui. Et en même temps, il va falloir faire très attention à ne pas donner toutes les réponses. Parce que, vous voyez, c'est un peu logique. Si je donne toutes les réponses à l'enfant, pourquoi est-ce qu'il irait faire un effort à chercher des informations, puisque l'info qu'il a reçue est exhaustive et le satisfait. En fait, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver. Et au départ, on patauge un peu, c'est normal. Et même après, avec des années d'expérience, on se dit « mince, là, j'en ai trop dit, ça va pas hein. ». Donc voilà, il ne faut pas se dire « oh là là, j'ai raté ». Non, c'est un équilibre permanent à chercher. On est un peu des funambule, et c'est pour ça que je parle de délicatesse, hein, d'avoir conscience de ce qu'on répond. Donc, pour satisfaire la curiosité un minimum, parce que sinon l'enfant il est frustré, et il s'en va, et ça le démotive, ça le désintéresse. Donc, vous voyez, toujours quand on est à la pêche, là, on lance l'hameçon, il faut faire venir le poisson à soi. Si on tire trop fort, c'est mort. Et donc, on perd le poisson. Hein. Bon, je ne suis pas une spécialiste de la pêche, mais voilà l'image que j'en ai. Donc, il va falloir appâter notre poisson en donnant un tout petit peu pour qu'il morde au truc. Pas trop, sinon on coupe son esprit d'initiative. Il n'y a plus aucun intérêt à aller faire des recherches dans, par exemple, l'environnement qui est conçu comme un labo de recherche ou grâce au matériel qui va venir encore un peu plus nourrir cette curiosité et cette envie, ce besoin de comprendre les choses par soi-même. Et donc, ça va être une attitude volontairement réservée qu'on va avoir ici. Dans le 3-6, enfin le 0-6 en général, cette attitude réservée, elle était plutôt en lien avec l'action de l'enfant. On faisait attention de ne pas l'interrompre, on faisait attention de ne pas faire à sa place, on faisait attention de protéger sa bulle, etc. Là, cette délicatesse, elle va être sur le qu'est-ce que je dis pas. Toujours la vérité, bien sûr, rien que la vérité, mais pas toute la vérité, pour que l'enfant garde sa curiosité intellectuelle et qu'il aille ensuite chercher par lui-même. Et ce que je veux vous dire encore dans cette vidéo pour conclure, c'est que un enfant qui n'a plus de motivation, un enfant qui est blasé, un enfant qui est mou, un enfant qui n'a plus d'esprit d'initiative, qui semble ne plus être intéressé par tout ça, ce sont en fait des conséquences d'un environnement où on lui a en permanence dit ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait penser. Il n'y a aucune culpabilité à avoir ici et je ne juge absolument personne, j'insiste toujours beaucoup dessus. Mais c'est quand même important pour moi de le dire, de vous le dire, pour que les personnes qui sont prêtes à faire ce chemin-là, et c'est là où on voit que Montessori, c'est pas juste scroller sur Pinterest pour dénicher une activité, mais c'est surtout une philosophie de vie où on va d'abord nous remettre en question, de nous dire, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, soit on ne peut pas savoir avant d'avoir appris, et on fait toujours du mieux qu'on peut de toute façon, et le but n'est pas d'être parfait, personne n'est parfait, moi y compris, on fait tous des erreurs, donc là, franchement, n'est pas le débat. Ce que je veux vous dire ici, c'est, ok, comment est-ce que qu'est-ce que je pourrais remettre en question dans mon attitude, dans l'organisation que j'ai proposée à l'enfant jusqu'ici, dans l'environnement dans lequel je lui ai proposé d'évoluer jusqu'ici, qu'est-ce que je peux remettre en question à la lumière de ces 3 pistes-là que je vous ai données dans cette vidéo
pour l'aider progressivement, effectivement, à retrouver ou à conserver cette joie de travail, parce que tous les enfants et tout individu, peu importe son âge, est conçu pour apprendre. Donc un enfant qui n'aime pas apprendre, ça n'existe pas. C'est ce que Maria Montessori a appelé une déviation. Donc une déviation, hein, vous imaginez sur la route, une déviation. C'est un chemin qui n'est pas le chemin normal pour arriver, pour déployer votre route, hein, donc notre chemin personnel. Eh bien, on prend des chemins de traverse qui nous font nous éloigner de nous-mêmes. Donc de nouveau, l'idée c'est de vraiment prendre conscience de ça. Un enfant qui n'aime pas travailler, qui n'aime pas apprendre, qui n'aime pas découvrir, ça n'existe pas. Par contre, c'est important d'individualiser les pratiques et de s'adapter à l'enfant, tout ça, on est d'accord. C'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, c'est important de faire ce chemin-là. Et c'est pour ça que je dis que la pédagogie Montessori, elle est faite pour tous les enfants, mais elle n'est pas faite pour tous les adultes. Et c'est totalement OK. Et d'ailleurs, dans la formation Montessori 6-12, je parle énormément de toutes ces questions que l'on va venir pouvoir se poser pour toujours cheminer, toujours faire évoluer notre réflexion, notre regard, notre attitude, notre communication, parce que c'est fondamental. Si vous voulez, là, par exemple, hein, si on a un enfant qui n'a plus de motivation pour apprendre la conjugaison, par exemple, hein, je vais prendre un truc qui est vu comme pénible par beaucoup d'enfants, ben, moi, je peux arriver avec mon matériel Montessori, mon grand sourire et voilà, ma joie communicative. Si le gamin, il est saoulé de la conjugaison, ça va servir à rien. Hein? C'est comme pour tout. Si vous avez un enfant qui est dégoûté des maths, ben, ramenez-lui un matériel Montessori de maths, il va pas vouloir y toucher à votre matériel. Et vous aurez dépensé des sous pour acheter le matériel, vous aurez passé du temps et probablement aussi de l'argent pour apprendre à vous en servir, et ça va pas fonctionner. Et moi, des remarques comme ça sur Facebook, dans des groupes sur la pédagogie Montessori, il y en a tout le temps. Et ce que j'ai un besoin vraiment de communiquer, c'est que ce que ces personnes-là ont besoin de savoir, c'est que si vous avez un gamin qui n'arrive pas à mémoriser ses tables de multiplication, c'est pas en donnant un matériel pour apprendre les tables de multiplication qu'il va y arriver. Il va y arriver parce que vous allez faire tout ce chemin-là. Je sais que c'est moins vendeur, je sais que c'est moins sexy, je sais que je ferais beaucoup plus de vues sur YouTube si je présentais une activité Montessori pour miracle, pour apprendre une bonne fois pour toutes les tables de multiplication. Mais c'est pas ça le truc. Montessori, c'est pas ça. Montessori, c'est d'abord et avant tout une philosophie de vie basée sur des principes scientifiques. Et donc, ça va venir avec la remise en question permanente. C'est pas, on peut pas dire un jour, ça y est, j'y suis arrivée. C'est un chemin qui va se faire tout au long de la vie. Et donc ça, eh ben, il faut vouloir le faire. Il faut vouloir le faire. Et tout le monde n'a pas envie de le faire et c'est OK. Voilà, il n'y a pas de jugement là non plus par rapport à ça. Mais alors, il ne faut pas dire non plus que du coup, si on ne le fait pas, ça, proposer du matériel, ça ne fonctionne pas parce que c'est logique. Il vous manquera l'essentiel, il vous manquera la base, il vous manquera tout, cette remise en question qui est fondamentale. Et moi, dans toutes mes formations, que ce soit la formation 3-6 ou la formation 6-12 ou la 0-3 même, hein, d'ailleurs, j'insiste beaucoup et je prends beaucoup de temps dans la formation pour travailler ces éléments-là. Là, par exemple, dans la formation 6-12, on a les 4 premiers modules où je ne parle pas de matériel. Ou en tout cas, j'aborde si l'aménagement, j'aborde certaines activités, mais où je ne vais pas présenter comment est-ce qu'on travaille le théorème de Pythagore, par exemple. Parce qu'il y a des choses bien plus importantes à faire avant, pour que lorsque vous allez arriver avec votre théorème de Pythagore, eh bien, vous aurez réussi à le présenter de la bonne façon, au bon moment, de façon à maintenir la motivation finalement de l'enfant. Donc ça, c'est toute la préparation, ce que Maria Montessori appelait la préparation indirecte de l'éducateur, donc parent ou enseignant, hein, mais aussi la préparation indirecte au niveau des apprentissages. Et quand vous regardez un petit peu toutes les vidéos de ma chaîne, eh bien, je ne parle que de ça parce que c'est bien plus important que n'importe quelle activité
que vous allez pouvoir proposer. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de vous inscrire à mes emails. Je vais mettre le lien dans la description. Et puis, si vous avez envie de mettre en place une attitude, un environnement, une organisation et des activités qui vont permettre à l'enfant de 6 à 12 ans de réellement s'épanouir dans sa vie et dans ses apprentissages, je vous mettrai aussi le lien vers la formation Montessori 6-12 ans. Vous verrez bien si vous pouvez encore vous y inscrire ou pas, parce que ce n'est pas ouvert toute l'année et c'est limité à un certain nombre de personnes à chaque session. Donc, allez jeter un coup d'œil pour voir si c'est encore ouvert et s'il y a encore des places. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager. Et moi, je vous dis une excellente fin de journée, un très bon week-end. Et puis, comme toutes les semaines, à vendredi prochain.